Bonjour, bonsoir. Alors, Gaza, c'est très compliqué pour moi de m'exprimer sur le sujet, dans le sens où j'ai des amis à Gaza, dont j'ai très peu de nouvelles. J'ai une amie dont je vais te passer un extrait vidéo que j'ai enregistré en 2012, lorsque je suis entré dans Gaza, après les bombardements de 2012. Et j'y ai rencontré donc les sœurs Kilani, qui sont trois sœurs qui s'occupent d'un centre pour enfants dans le nord de la bande de Gaza, à la frontière avec l'entité israélienne. La seule nouvelle que j'ai, c'est une des sœurs arrive à envoyer un petit mot tous les matins en disant « Je suis encore vivante ». Je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle est toujours dans le nord? Est-ce qu'elle est encerclée dans Gaza? Est-ce qu'elle est dans le sud? Elles ont leur vieille mère. Leur père, décédé depuis longtemps, était un des lieutenants de Yasser Arafat. Et je connais d'autres, évidemment, personnes à Gaza, dont le professeur de français palestinien à l'université de Gaza. Pas de nouvelles. Il s'appelle Ziad Medouk. On peut dire qu'il écrit, c'est un écrivain, et il fait de la poésie en français. Et il témoigne, comme un citoyen, de ce que vivent les Gazaouis depuis des années. Et donc c'est très difficile pour moi de m'exprimer, parce que à chaque fois qu'il y a un épisode de bombardement, de guerre à Gaza, j'ai honte de me dire leur ami, parce que je suis totalement impuissant et je ne fais que regarder ce qui arrive à ceux que j'appelle mes amis. Je peux faire une vidéo, je peux faire un commentaire, je peux aller manifester. Qu'est-ce que ça change? Ça fait donc depuis 1948 que des gens manifestent pour la paix, la justice dans cette région du monde, et ça ne va qu'en s'aggravant. Donc non seulement nous sommes impuissants, mais nous sommes inefficaces. Et qu'est-ce qu'il nous reste à part dire « ce sont mes amis ». Mais est-ce qu'un ami, un véritable ami, ne réagit pas quand son ami se fait casser la gueule? Voilà, et donc, qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne de plus sur ce qui se passe à Gaza actuellement et en Palestine en général? Je pense que tout le monde qui est censé voit ce qu'il y a à voir et comprend ce qu'il y a à comprendre. Les réseaux sociaux sont pleins d'images prises, filmées par les Palestiniens eux-mêmes, des massacres, et je ne les regarde pas, ces images. Quel plaisir j'aurais à voir ces gens que j'aime totalement démembrés, déchiquetés, tués de manière
totalement indigne. Pour moi, ces tragédies, c'est vraiment la négation de l'humanité, mais pas seulement de l'humanité palestinienne, de toute l'humanité. C'est une défaite pour toute l'humanité. Et une honte. Comment est-ce qu'on peut, au XXIe siècle, commettre de tels crimes contre les populations civiles? Et on trouve donc des gens pour les justifier, que ce soit des politiques ou des médias. Ce sont des criminels de guerre en col blanc. Celui qui justifie le crime participe au crime. Alors je voudrais vite fait d'abord je te passe l'extrait de l'interview que j'ai fait de Nabila Kilani en 2012. Je suis Nabila Kilani, prof d'anglais dans un petit village au nord de la bande de Gaza qui s'appelle Beth Lahia. On vient te voir dans ton centre et on voudrait que tu nous parles un peu de ton centre et de comment il a commencé. Voilà, pourquoi tu as fait un centre pour enfants? J'ai eu l'idée de ce centre après la première guerre, parce qu'il y en a deux, après la première guerre contre la bande de Gaza. 2008-2009. Après avoir travaillé avec un groupe de jeunes qui voulaient mettre de l'ordre dans la ville. Après la destruction totale de tout ce qu'on peut dire qui est palestinien, j'ai trouvé que les Israéliens et la mitrailleuse israélienne a ciblé toute l'existence palestinienne, les arbres, les animaux, les maisons, les centres, les mosquées, même les hôpitaux. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider mon peuple d'une façon permanente? J'ai parlé avec une amie qui est belge, Marianne Blum, elle était prof, elle a vécu 10 ans ici. Elle comprenait la situation parce qu'elle était sur le terrain. Elle est venue après la guerre. Je lui dis, j'arrive pas à trouver un projet pour aider mon peuple d'une façon permanente. Je me suis dit, l'eau, ça sera quelque chose qui est bien et qui est déjà recommandé par l'islam. On a acheté 150 citernes, mais le problème, c'est que la mitrailleuse israélienne a visé même les citernes d'eau. Alors, je me suis dit, même l'eau, ça ne marche pas, on va trouver quelque chose qui n'est pas vraiment tangible, mais en même temps, qui est vraiment utile. J'ai pensé à l'éducation et la culture. Dans mon village qui est au nord, qui s'appelle Beth Lahia, les gens ils s'intéressent aux travaux d'agriculture plus que l'éducation. Alors si je donne cette place pour cette société, ma société, de penser et d'avoir une éducation comme ça, c'est le seul arme permanente contre Israël. Si on a tout perdu, on a notre matière grise là-dedans. Voilà. On a contacté pas mal des amis qui sont en Belgique et ils étaient tous d'accord. Après, surtout ceux qui ont participé dans le projet des citernes d'eau. Alors, on a décidé de trouver un centre. Mais le problème, j'avais un autre problème à propos au niveau d'organisation, que j'avais pas de prof. Et moi, toute seule, je peux pas faire tout ça. Parce que je veux m'en occuper de centre et tout, et on n'avait pas de meubles. Alors, il y avait une idée qui m'a sauté directement, qui a sauté devant mes yeux. Notre appartement, moi qui en haut, elle était totalement détruite pendant la guerre. Alors il y avait du reste de bois et de reste de meubles qu'on avait, de tout ce qu'on avait à l'intérieur. Alors je l'ai utilisé. Avec les laits cassés, on a fait des tables. Avec par exemple ce buffet qui était à la cuisine, on a fait une petite bibliothèque. Et avec les chaises, on a amené même les chaises qu'on a trouvées cassées dans les rues et on l'a repéré un peu. On les a utilisés. On a fait, au premier lieu, on a utilisé ces trucs-là, ces choses-là. À part ça, je me suis dit, il faut avoir de l'aide, je veux dire des profs. Je me suis dit, si on va faire quelque chose vis-à-vis, premièrement. Deuxièmement, c'est une bonne volonté, on va trouver quelqu'un qui va aider. Surtout au premier lieu, c'était
c'était gratuitement. Je me suis dit, ceux qui étaient les plus touchés par la guerre, ils vont comprendre mon principe. Avant, j'ai cherché des femmes, surtout les femmes, pour les intégrer, voilà, dans l'idée, parce que si on a à la base d'un village, si la femme appartient à un principe, c'est fait, ça peut être répandu partout dans le village. Alors, j'ai trouvé 4 femmes qui viennent des familles vraiment pauvres et même ils étaient diplômés, ils ont essayé de faire quelque chose pour travailler mais n'ont pas trouvé de travail. J'ai convaincu même les familles que leur père et voilà, qu'il faut commencer comme ça ils ne travaillent pas. Et ce sera bénévole, un travail bénévole et tout. On a commencé, on a trouvé des femmes de bonne volonté, Dieu merci. Et ça a été, on a commencé par, je me souviens, c'était 5 enfants, on était chez les familles, on leur a demandé d'amener leur enfant et c'était gratuitement. Et ils étaient hyper contents. Même j'ai trouvé, parce on discutait avant, on disait que le rêve de chaque femme, de chaque mère, est de trouver un bon futur pour son enfant. Et on peut garantir ce futur devant l'attaque israélienne que par l'éducation. Et ça s'était bien passé. Alors on a commencé avec 5, et puis c'était totalement, on a fait une évolution c'était 5, et puis c'était je crois 20, et puis on est arrivé jusqu'à 100 personnes, 100 élèves. Et puis je me suis dit, parce qu'on voulait continuer, et il y avait ici l'homme qui nous a offert le centre. Au début, il était un vieux homme, il était un enseignant. Il a aimé l'aider, mais puis il est mort, il est décédé. Alors maintenant, leurs enfants, il nous a demandé de location, de payer. Alors j'ai dû demander quelque chose de symbolique des élèves. Pour couvrir, et puis je ne peux pas demander à 4 femmes de venir ici et de travailler sans leur donner quelque chose. Surtout si elles acceptent de bonne volonté, leurs familles ne vont pas accepter. Oui, bien sûr. Et ça a été, et puis on a commencé de prendre, ça ne couvre pas tout, mais on essaye de faire l'impossible. Et voilà, quelque chose qui est arrivé dont je parle là toujours, il y a l'association Perle d'Espoir qui est venue. Elle a vu comment elle travaille, c'était la responsable, c'était Yasmine Kenza. Elle est venue, elle a vu comment on travaille, elle était trop touchée, elle a aimé le courage de ces femmes, c'est pas seulement moi, c'était les femmes, les enseignantes qui font le travail sur le terrain que j'aime le plus, parce que c'est elles la vraie raison de l'existence du centre. Elle nous a offert 30 tables, c'est pour ça que vous allez voir quelques tables qui sont nouvelles, et puis les chaises aussi, et les tableaux, parce qu'on écrivait sur des tableaux qui étaient le reste de la guerre. Et voilà, normalement on a des projets qu'on fait. Moi je vise, comme j'ai dit, l'éducation des enfants. Et puis je me suis dit, si on a fait une base pour les enfants, pourquoi pas donner la chance aux femmes? Alors on a essayé de prendre des femmes qui sont courageuses, surtout dans cette tradition et la culture du village, c'est dur de faire sortir une femme. Alors j'ai trouvé des femmes qui sont rebelles, d'une façon positive. Alors je leur demandais de venir et de fabriquer par exemple des pâtes et on peut les vendre. Et comme ça, ils ont de l'argent pour eux. Et on prend un pourcentage pour couvrir aussi le centre. Et ça a été, on faisait des projets c'est le seul projet pour les femmes, et puis les enfants avec l'éducation. Mais après la guerre, on a remarqué pendant l'éducation, l'enseignement, le processus d'enseignement, apprentissage, qu'il y avait quelque chose au niveau de psychologie qui ne va pas. Alors, moi, je me suis adressée avec l'aide de mes sœurs, Assia et Rana, on est 3 à l'origine, à des associations qui travaillent au niveau psychologique. Ils offrent des projets. On a eu la chance de travailler avec des associations qui sont venues pour voir les enfants, pour faire des projets de soutien psychologique. Par des dessins, par colorés, par tissu. Et ce qu'on a remarqué, qu'il y a un vrai, malgré ça prend du temps et ça prend de l'argent, parce qu'on dit un soutien psychologique, moi j'ai cru que ça va pas prendre de l'argent. Mais le matériel et tout, c'était vraiment cher. Mais ce que j'ai aimé, que les résultats, ma cible était éteinte.
était atteint, c'est tout. Et ben les enfants, ils sont en train de faire une évaluation, alhamdoulilah, évolution, alhamdoulilah, progressivement bien sûr. Mais voilà, c'est tout, c'est la petite histoire ou la grande histoire, ça dépend de celui qui parle. Oh, machallah, on est forcément admiratifs de votre travail. Merci. Parce que donc ce petit film est destiné à être visionné en France. Ouais. Et donc qu'est-ce que nous pourrions vous apporter? Est-ce que c'est effectivement de la visite? Est-ce que vous avez besoin, j'imagine, un peu d'argent quand même, du matériel? Qu'est-ce qui vous manque le plus, voilà, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui de plus important Moi, je suis pas née ici à Gaza, alors je peux voir ma cible d'une façon, je veux dire de deux façons. Parce que pour moi, un soutien, ça a un niveau psychologique et un niveau, je veux dire, financier. Financier, concret, matériel. Voilà. Oui. Au premier lieu, le fait qu'il y ait des gens qui pensent à la Palestine de cette façon, c'est un honneur pour moi. Oui, je comprends. Et plus qu'ils viennent, qu'ils se déplacent de leur maison pour venir pour voir avec leurs propres yeux, c'est super. C'est super. C'est magnifique, c'est plus que, je sais pas comment, c'est splendide déjà. D'accord. Pour moi personnellement, moi ce que je veux, que les enfants soient bien habillés, qu'ils ont, et surtout les enseignantes aussi, qu'ils ont leur salaire, et que je peux garantir au moins la permanence de je veux dire que ce travail dur, voilà, la continuation de ce centre. Et vous êtes des femmes excessivement courageuses, des exemples, des rebelles courageux. Parce que si vous remarquez, j'ai envie de faire la teinture aussi. La peinture. La peinture des murs, parce que de fixer, parce qu'il y avait un autre bombardement juste derrière, alors les fenêtres étaient cassées. Et je rêve d'améliorer pour que les enfants soient reçus dans un endroit qui va leur donner un espoir. Oui, un endroit digne. Ouais. Ok. Ouais, Inch'Allah, on va faire la promotion merci pour tout le monde de votre centre et on va essayer d'engager des gens à venir vous voir. Avec plaisir, ils sont le bienvenu. Ah, merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Est-ce que cette femme a les caractéristiques ou le discours d'une terroriste? Je ne crois pas. Combien de ses enfants aujourd'hui sont morts? Je ne sais pas. Est-elle antisémite? Je te laisse évidemment te faire ton avis. Je voudrais cependant rapidement rappeler ce que c'est qu'un sémite, ce que c'est qu'un juif et ce que c'est qu'un sioniste. Ce sont trois mots différents qui désignent trois statuts différents. Dire d'abord que tous les Palestiniens sont sémites. Le crime contre l'humanité palestinienne est un crime antisémite. Ceux qui soutiennent les Palestiniens sont des pro-sémites. Les sémites sont une ethnie, au même titre que, je sais pas quoi, moi, les Gaulois, les Francs, les Peuls en Afrique. Hein, ce sont voilà, c'est une caractéristique humaine. Et les sémites viennent de la péninsule arabique. Les Hébreux viennent de la péninsule arabique. Ce sont des sémites. C'était des sémites, les Hébreux. Il y en a très peu maintenant des Hébreux, de véritables Hébreux. De véritables juifs sémites, il y en a très peu. Les juifs européens et américains sont essentiellement des juifs ashkénazes, voire descendants des Khazars, qui sont des peuples caucasiens, pour caricaturer, je dirais blonds aux yeux bleus,
qui se sont convertis au judaïsme, soit au 7e siècle pour les Khazars, soit au 16e siècle pour les Ashkénazes. Et ce n'est pas juste de leur part de dire qu'ils sont sémites, puisqu'ils ne sont pas originaires de l'ethnie sémite. Et ce n'est pas parce qu'ils se convertissent à la religion juive qu'ils deviennent sémites. Ça n'a strictement rien à voir. Si demain, moi qui ai des origines, on va dire, burgondes et corses, je peux me convertir demain au judaïsme, je ne deviendrai pas sémite. Et donc je n'aurai aucune légitimité pour dire Jérusalem c'est chez moi, parce que je suis sémite. On comprend que ça ne veut rien dire, c'est simple. Mais là, tu as une manipulation des opinions, manipulation de la vérité à des fins purement politiques et idéologiques. La création d'Israël en 1948 se fait sur le principe de dire que mes ancêtres étaient là il y a 2000 ans ou 3000 ans. Ça dépend d'ailleurs, ça dépend du discours. C'est chez moi, c'est ma terre promise, et parce que je suis le peuple élu. Mais dans l'histoire juive elle-même, le peuple élu a été déchu plusieurs fois, réintégré dans son élection plusieurs fois, et il y a eu on va dire, déchéance finale après le rejet de Jésus, qui est né juif parmi les juifs. Et donc ce n'est plus un peuple élu depuis 2000 ans, c'est un peuple déchu. Et d'ailleurs, quand on dit peuple élu, ça ne veut pas dire peuple élu supérieur aux autres, ça voulait dire peuple élu pour être prêtre pour l'ensemble de l'humanité. Dieu envoyait ses prophètes parmi le peuple juif pour que le peuple juif ensuite transmette, on va dire, la bonne parole. Et donc, différentes trahisons, mais qui sont racontées dans les livres juifs. Différentes trahisons du pacte entre ce peuple et Dieu ont fait que Dieu a déchu ce peuple de sa mission. Donc, voilà, Israël n'est pas un projet pour le peuple élu. De fait, énormément de juifs traditionnalistes refusent de mettre un pied en Israël sur le principe que Dieu a interdit au peuple juif de revenir en Terre Sainte jusqu'aux avènements eschatologiques. Israël en tant qu'État juif est une trahison supplémentaire de la relation entre le peuple juif et Dieu. Mais bon, voilà, donc revenons aux sémites. Tous les Arabes sont sémites. Celui qui déteste les Arabes est un antisémite. L'islam est une religion sémite. Et donc celui qui déteste l'islam est un antisémite. Alors pourquoi effectivement, donc je te dis c'est une ethnie, et ensuite effectivement je te dis que le judaïsme ou l'islam sont des religions sémites. Le christianisme d'ailleurs, le christianisme est une religion sémite. Parce que ces religions, cette théosophie est née parmi les peuples sémites. Peuple hébreu principalement, et donc le fameux dernier des prophètes, Mohammed, était un arabe sémite.
Hein, tout le monde le reconnaît, les Juifs reconnaissent que les Arabes et les Hébreux sont les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham. Alors, ensuite, donc effectivement, voilà, ça c'est l'aspect purement ethnique, le sémitisme. Ensuite, donc, il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui sont donc là, pour le coup, des théosophies, des religions, qui viennent du même endroit et donc du même peuple sémite. C'est l'invention, on pourrait dire, du monothéisme. Et là, alors là, il y a des choses qui sont très importantes à savoir. C'est que le mot judaïsme est un terme récent dans l'histoire même des Hébreux, on va dire. On considère qu'il est arrivé après Moïse, après la traversée de la mer Rouge et après donc la libération de l'esclavage en Égypte. Parce que c'est la tribu de Judée qui ensuite a, on va dire, pris le pouvoir politique sur le peuple hébreu, pour faire court. Mais la question, évidemment, qui peut se poser, c'est comment, dans ce cas-là, s'appelait la religion des Hébreux avant l'invention, avant l'apparition des mots juifs au judaïsme. Et là, voilà, il n'y a pas 36 réponses. La religion des Hébreux s'appelait Islam. La religion des Hébreux s'appelait Islam, ou Ishlam, ça dépend effectivement, on va dire, de l'accent. Et d'ailleurs, on sait tous que salam, shalom, on voit bien que c'est la même, évidemment, on va dire, base étymologique. Jérusalem, Jéru, ça veut dire la cité, Salem, salam, shalom, c'est un des noms de Dieu, la paix, le pourvoyeur de paix. Donc Jérusalem, c'est la cité du Dieu paix. Tu vois ce qu'ils en ont fait. Et donc c'est pour ça, alors évidemment, là justement on est dans la continuité, dans le sens où le peuple hébreu a été déchu, et donc il n'y a plus, à partir du départ de Jésus, pendant 600 ans, il n'y a plus de prophète. Ce qui a été la période la plus longue sans prophète. Et ensuite, et des Juifs le savaient, l'attendaient, il devait y avoir le dernier des prophètes qui arrivait dans la ville de Médine. C'est pour ça qu'il y avait énormément de Juifs à Médine. Ils attendaient le dernier des prophètes. Et ils ont été plus que déçus, surpris, lorsque il s'est avéré que le dernier des prophètes n'était pas issu du peuple juif et du peuple hébreu, mais bien donc du peuple arabe, toujours des sémites. Et c'est le discours de fond du Coran, c'est il réintroduit la religion originale, l'islam. Et donc, si tu veux, c'est ça. On est presque dans une sorte de guerre civile entre sémites, au bout du compte. Ce qui se passe en ce moment à Gaza, dans le monde arabe en général, c'est une guerre civile entre sémites. Bon, voilà, tu as des pistes là de réflexion, de recherche, etc. Et puis ensuite, effectivement, il y a le terme de sionisme, qui est un terme encore plus récent que le terme judaïsme,
qui est donc, on va dire, l'idéologie nationaliste de certains juifs. Et plutôt, il faut bien le dire, comme c'est le cas du fondateur du sionisme, Théodore Herzl, ce sont des Ashkénazes et des Khazars. Ce ne sont pas des Sémites. Les inventeurs du sionisme ne sont pas des Sémites. Et là, c'est une idéologie, je suis désolé de le dire, calquée sur le nazisme européen. Et pour faire court, le nazisme était en quête d'un espace vital pour une race supérieure, tandis que le sionisme est en quête d'une terre promise pour un peuple élu. Les mots sont différents, mais la philosophie est la même. Et malheureusement, les méthodes sont les mêmes, puisque ça passe par l'épuration ethnique de leurs prochains. Celui qui n'est pas anti-sioniste est un pro-nazi, est un néo-nazi, c'est un néo-nazisme. L'exécution permanente de Palestiniens depuis 75 ans, l'épuration ethnique, le ghetto de Gaza, le ghetto de Gaza, c'est comme le ghetto de Varsovie. Renseigne-toi sur le ghetto de Varsovie. C'était des juifs enfermés derrière des murs. Je crois qu'ils étaient 300 000, 400 000 à Varsovie, dans une prison à ciel ouvert, entre des murs. Et ensuite, ils ont été massacrés. Ils se sont révoltés, armes à la main, et ensuite ils ont été massacrés et envoyés dans des camps de concentration. Il se passe exactement la même chose à Gaza, où tu vois qu'il y a un massacre évident de populations civiles, dont ce chiffre incroyable de plus d'un tiers, presque la moitié d'enfants. Donc, si tu veux, voilà, il y a vraiment une distinction à faire entre sémites, juifs et sionistes. Et tu as tout à fait le droit d'être un anti-sioniste. Et même, on peut donc considérer que les sionistes européens sont des antisémites, puisqu'ils tuent des sémites palestiniens. Eux-mêmes, les sionistes européens, ne sont pas sémites, et ils tuent des sémites palestiniens. Il faut savoir que parmi les Palestiniens, parmi les gens qui se font tuer actuellement, il y a énormément de descendants d'Hébreux. Et il y en a même qui ont des noms de famille que tu pourrais croire juifs, parce que ce sont des descendants des Hébreux qui se sont convertis soit au christianisme, soit à l'islam. C'est l'histoire. Donc c'est être pro-sémite que d'être anti-sioniste. Pour te dire comment on manipule les concepts et les esprits. Et aujourd'hui, si tu critiques un tant soit peu le crime contre l'humanité palestinienne commis par, il faut bien le dire, des colons européens de religion juive, on te taxe, toi, d'être un antisémite. C'est complètement faux. Car oui, encore une fois, Israël est une colonie européenne. On s'en fout dans un sens de savoir quelle est leur religion. Ce sont des gens, c'est factuel, c'est documenté par l'histoire, qui sont venus d'Europe et des États-Unis en bateau, avec des chars, des avions, fournis par les États européens, et qui ont conquis la Palestine. C'est le fameux Nakba de 1948. C'est une colonie européenne. Le fameux discours trompeur de dire oui, mais on était là il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Encore une fois, les Européens n'étaient pas des Orientaux il y a 2000 ans, il y a 3000 ans.
Hein. Et si ce discours était valable, de dire on était là il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il faudrait par exemple virer tous les Européens d'Amérique, tous les descendants d'Européens d'Amérique, hein, et rendre l'Amérique aux Indiens, parce qu'ils étaient là il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Il faudrait rendre toute une partie de la côte méditerranéenne aux descendants des Phéniciens, qui étaient des Sémites d'ailleurs, hein, et qui sont arrivés sur les côtes méditerranéennes avant les peuples venus de l'Est, c'est-à-dire avant les Francs. Les Francs, les descendants des Francs, il faudrait nous renvoyer en Sibérie. Et dans le Caucase. D'accord ? Donc c'est nier l'histoire de l'humanité que de vouloir replacer les uns et les autres là où ils étaient il y a 2 ou 3000 ans. Ça ne veut strictement rien dire. Et surtout si tu t'inventes, encore une fois, Voilà, c'est comme si, j'avais dit un jour, si tous les Norvégiens se convertissaient à l'islam, il ne serait pas légitime pour eux de dire la péninsule arabique, c'est chez nous. C'est complètement faux, évidemment. Donc voilà, nous assistons donc à un grand crime contre l'humanité. Alors ensuite, il y a toute la partie purement politique, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ce qu'on appelle encore une fois l'Orient compliqué. Et il y a des grandes manipulations et du peuple juif et du peuple palestinien par des marionnettistes. Et mais à un point, t'imagines même pas. Juste par exemple une petite question. Il y a donc des gens qui fournissent des armes aux Palestiniens de Gaza. Ils ne les trouvent pas dans le désert, ils ne les trouvent pas dans le sable. Il faut bien les fournir. De fait, il n'y a pas 36 chemins. Soit ça passe par l'Égypte, soit ça passe par Israël. Gaza est encerclé par Israël à 90% et par la porte égyptienne, on va dire, à 10%. Par où entre les armes, physiquement, qui va permettre, dans un sens, au Hamas et aux autres mouvements de résistance de combattre les colonisateurs. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est Israël qui a créé le Hamas pour diviser la résistance palestinienne, donc de Yasser Arafat, qui était une résistance non religieuse, une résistance, on va dire, laïque, nationaliste. Et d'autant plus importante qu'effectivement, il y a énormément de chrétiens palestiniens. Donc, qui fournit les armes ? Il y a de fortes chances que ce soit Israël lui-même qui fournisse les armes. Alors pourquoi ? Eh bien, en fait, pour créer un point chaud et une légitimité à leur propre violence. Avant Gaza, la colonie israélienne était en situation d'être une hyperpuissance contre un peuple désarmé, le peuple palestinien. Une fois qu'ils ont créé Gaza, tout d'un coup a émergé une sorte de puissance militaire, le Hamas, et qui a donc légitimé l'utilisation d'avions, de chasse et de bombes par Israël contre le peuple palestinien. Avant, ils ne pouvaient pas utiliser leurs avions. Maintenant, ils peuvent utiliser leurs avions contre Gaza. Et la question que je pose, c'est pourquoi ceux qui fournissent des armes à Gaza ne fournissent jamais de missiles sol-air, c'est-à-dire des missiles contre les avions.
puisque c'est la puissance de l'aviation israélienne qui écrase Gaza depuis maintenant, donc depuis 2007. Et jamais les Gazaouis n'ont eu un seul petit missile pour se défendre contre les bombardements. Qui sont ces amis du Hamas qui ne leur fournissent pas les armes décisives pour se défendre? Ils ont toujours des armes pour attaquer, mais jamais d'armes pour se défendre. À bon entendeur, salut. C'est pour te dire que c'est un immense chantier de rentrer dans l'aspect purement politique de cette affaire. Donc, que faire? Je n'ai aucune solution. Évidemment, s'il existait une solution depuis 75 ans, on la donnerait. La solution, c'est la guerre, mais j'appelle pas ça une solution. Mais pourtant, justement, c'est ce vers quoi vont les Européens et les Américains, les colons de religion juive, soi-disant, parce qu'encore une fois, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, ça fait quand même partie de la religion juive. Et alors, tu sais comment il dépasse cet écueil théosophique, c'est incroyable. Ils sont capables de dire que non, mais les non-juifs ne sont pas des êtres humains. Ce sont des animaux à forme humaine, les fameux goïs que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des animaux. Et donc le « tu ne voleras pas, tu ne tueras pas » ne s'applique pas aux goïs. C'est entre juifs, selon leur entendement du judaïsme, qui ne doivent pas s'entretuer ni voler. Mais sinon, le reste de l'humanité, ils peuvent, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que tu les vois effectivement massacrer les Palestiniens sans aucun scrupule. Donc en face, évidemment, qu'est-ce que tu veux? Les gens finissent par s'armer et par réagir et par se défendre militairement. Ils nous ont mis ces colons européens et américains, qui sont, les Américains encore une fois, sont des descendants des colons européens. L'Amérique, c'est la colonie réussie, c'est le grand remplacement réussi. Il y a eu un génocide continental pour prendre la place de ceux qu'on appelait les Indiens d'Amérique. Et ça, voilà. Et donc il y a toujours cette dynamique colonialiste, et on s'en fout encore une fois de la religion. L'Amérique, on ne dit pas ce sont les chrétiens. Et en effet, ce sont des chrétiens. Mais c'est pas le christianisme. Et donc la colonie israélienne, c'est d'abord une colonie européenne, avant d'être une colonie juive. Donc, écoute, pas grand-chose à faire, et c'est là où je te dis que c'est une sorte vraiment de crime et de destruction de l'humanité, puisque nous sommes tous à ne rien pouvoir faire d'autre, que d'assister au génocide, à l'épuration ethnique, au massacre du ghetto de Gaza, comme à l'époque du ghetto de Varsovie. Moi, ça fait longtemps que je considère que Gaza est un camp de concentration, et les jours comme ceux qu'ils vivent, Gaza est transformé en camp d'extermination. Donc on est encore une fois très proche du nazisme européen, par la méthode. Je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est pas l'heure de faire du commentaire. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça qui est terrible. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, à part du commentaire, en face d'un grand crime? C'est très difficile à vivre. Bon, écoute, voilà, courage et patience à nos amis palestiniens et à tous les amis de la paix. Ça aussi, pour finir, rappeler que quand il y a une guerre, ce n'est pas
on n'a pas d'obligation de se positionner entre un camp et l'autre. Donc là, entre les Israéliens et les Palestiniens, mais ça peut être entre les Ukrainiens et les Russes, ou entre les Français et les Libyens, hein, parce que les Français aussi, hein, la France est capable d'organiser des crimes contre l'humanité. Le vrai positionnement que chacun doit faire, c'est est-ce que je rejoins les vrais camps, c'est est-ce que je rejoins le camp de la guerre ou est-ce que je rejoins le camp de la paix. Voilà la vraie guerre, hein. Elle est entre les amis de la guerre, ceux qui aiment la guerre, et les ennemis de la guerre, ceux qui détestent la guerre. Et c'est ce camp-là, vraiment, que je t'invite à choisir avant tout, hein, c'est le camp de la paix, quelle que soit malheureusement la tragédie dont souffre l'humanité actuellement. Il ne faut pas se laisser entraîner dans la folie du discours de la guerre, hein, comme le font les médias, c'est absolument détestable. Et il faut absolument maintenir le discours de la paix. On s'arrêtera là. Courage à tous.